Bonjour à tous. Je peux partager l'écran, hein. D'accord. Bonjour, Monsieur Sali. Vous pouvez Oui, lancer votre... Ah, vous merci. voyez? C'est parfait, merci. D'accord, merci. Oui. Et bonjour à tous, hein, docteur Garin. J'ai pas pu venir comme j'ai été nommé récemment recteur d'une nouvelle université. Donc, je suis actuellement à Rabat, donc en train de faire évoluer le processus. Merci. Donc, je vais vous parler et bonjour à tous. Et je profite aussi pour saluer mes amis venus du Burkina et du Tchad, professeur Choua et professeur Sanou. Et donc, je vais vous parler de la capacité de chirurgie de district, et une expérience qu'on a 20 ans après. Donc, on va faire un état des lieux et des perspectives. C'est un travail que j'ai eu l'honneur de préparer avec mes amis enseignants des trois facultés de médecine du Niger, de Niamey, Maradi et Zender. Donc, je ne reviens pas sur les préoccupations des pays africains et des partenaires au développement quant aux déserts chirurgicaux en Afrique subsaharienne. Donc, ça, c'était déjà connu de longue date. Il y avait eu plusieurs initiatives et l'OMS avait parlé de chirurgie essentielle, mais moi, je reviens beaucoup sur le Bellagio Essential Surgery Group qui s'est réuni à Kampala en 2008. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vers la fin, je vais revenir sur ce point et qui me semble très, très essentiel. Et nous avons commencé en 2005 cette formation. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a toujours le refus des spécialistes de servir les zones rurales. C'est très difficile. On n'arrive pas. Je ne sais pas si mes autres collègues des autres pays africains y arrivent, mais nous, en tout cas, au Niger, nous avons beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, quand vous voyez un pays qui a 1200, 1 267 000 kilomètres carrés avec 26 millions d'habitants et 70% en zone rurale, et je reviens aussi sur ce point essentiel qui est le taux de fécondité qui est un des plus élevés au monde et il est de 7. Donc, un petit rappel que pour lesquels beaucoup d'entre vous dans cette salle sont au courant sur la décision que nous avons fait de créer cette capacité de chirurgie de district en 2004 en ayant comme concept ce que nous appelons le recasting du rôle du chirurgien. Et donc, ce qui a permis en fait de créer une formation capable de donner aux médecins généralistes la capacité de gérer les urgences, les pathologies chirurgicales les plus courantes en zone rurale. Et je reviens aussi sur un élément important, c'est un décret qui avait été signé en 2007 sur la gratuité de la césarienne. Donc, ça avait accompagné la formation pour permettre aux patients de ne pas accoucher à domicile et de faire plus confiance aux services hospitaliers. Donc, on a eu les premiers résultats de 2005 à 2006 où on avait formé 66 médecins de district. Et si vous voyez, si nous prenons la formation du chirurgien classique 2005-2010, nous allons former que 5 parce que c'est 5 ans la formation de chirurgie générale. Mais ici, nous avons formé 66 avec cette méthode où pendant 12 mois, nous formons les médecins généralistes. Et cette formation avait quand même eu un impact non seulement chirurgical, et vous allez voir qu'il y a eu un impact économique où les hôpitaux arrivaient à faire quand même quelques économies. Donc, au décours de notre première phase de cette formation, il y avait, comme je disais, chaque fois le home message avec 10 techniques opératoires, nous opérons 94% des patients, 84% des patients. Donc, ça veut dire que si vous apprenez 10 techniques au médecin généraliste, vous réglez le problème de 8 à 9 patients sur 10.
Donc, d'où l'intérêt de faire cette technique et cette formation qui prend pas beaucoup, où on n'apprend pas beaucoup de techniques, mais en fait, elle règle beaucoup de problèmes du fait de la cartographie des pathologies en zone rurale. Donc, quel est l'état des lieux? Quand nous avons commencé notre travail en 2005, il y avait 34 hôpitaux de district et 21 qui sont fonctionnels. Aujourd'hui, nous avons en 2025 72 hôpitaux de district et 42 qui sont fonctionnels. Et dans le temps, depuis le début de la formation et actuellement, nous avons formé environ 200 chirurgiens de district qu'on appelle CCD. Donc, on a fait une petite étude et on a pris 11 districts pour essayer d'évaluer et avoir une idée globale de ce qui se passe. Et vous avez vu qu'en termes de ressources humaines, il y a 1 à 2, mais ce qui est important, compte tenu, je vous ai parlé auparavant du taux de fécondité élevé dans notre pays, vous avez vu que les sages-femmes, le nombre varie de 1 à 17. Et c'est très important pour accompagner les femmes enceintes, faire les consultations prénatales, dont maintenant l'OMS a fixé le seuil à 8. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une équipe déterminée avec la délégation de compétences. Elle arrive à assumer ça. Et on a vu en termes de ressources matérielles, la nouveauté, si vous voyez, c'est au point 2, 3, la salle de réveil et la salle post-opératoire. Les anciens blocs n'étaient pas structurés avec cela. Il y a cette nouveauté et on voit aussi le système d'approvisionnement en oxygène qui est en fait non conventionnel. Dans nos blocs, il n'y a pas de centrale d'oxygène. C'est toujours des bouteilles d'oxygène qu'on mettait dans les salles. Et aussi, on note qu'il n'y a pas de boîte de traumatologie orthopédie. En termes d'imagerie, il y a 64% qui ont et la radio et l'écho, et globalement à 100%, soit tantôt il y a l'écho ou il y a la radiographie standard. Et le fonctionnement et l'eau courante, l'électricité, en tout cas, le taux est acceptable au-delà de 90%. Et on a essayé aussi de voir les organisations des services dirigées par ces médecins de district. Ils ont un staff quotidien dans plus de 72%. Et ils font des staffs quotidiens des urgences et des pathologies et ils font des réunions mensuelles dans le service pour morbi-mortalité. Il y a aussi les visites qui sont classiques, ils font les gardes tous les jours. Donc, je voulais venir à... il y a vraiment beaucoup de résultats à exploiter, mais je vais venir un peu sur ce qui nous intéresse ici, les interventions chirurgicales. Donc, sur les 3 ans du travail qu'on a fait, ils ont réalisé ces 11 hôpitaux, 16 152 interventions. Et vous voyez la nouveauté, aujourd'hui, les urgences représentent 63% comparativement à la première étude qu'on avait faite en 2010 où ça a avoisiné les 50%. Et autre chose, 2 éléments importants, et c'est la césarienne rupture utérine. Donc, vous avez vu que l'obstétrique représente 90% des urgences. Et je vous renvoie à mes diapos où j'ai parlé du taux de fécondité élevé dans notre pays. L'obstétrique, donc, celui qui sait faire prendre en charge une césarienne règle au moins le problème de 9 patients sur 10. Et ensuite, il y a les abdomens aigus, hernie étranglée et occlusion appendicite. Donc ça, je vous montre quelques travaux qu'on a, parce qu'on a fait beaucoup de travaux sur les césariennes. Ça, c'est un certain nombre de thèses qu'on avait dirigées dans la pratique de la césarienne avec un de mes amis qui est prof en gynéco dans les différents hôpitaux de district. Donc, on en a fait plein. On va faire travailler sur les césariennes. Prochainement, ce sont les abdomens aigus qu'on va voir et la prise en charge de la pathologie hernière et des hydrocèles. Donc, dans la chirurgie élective, qui représente maintenant que presque le tiers du cas, alors qu'avant c'était la moitié, et la hernie et l'hydrocèle
occupe 91%, qui était aussi au départ de la création de la chirurgie, de cette capacité de chirurgie de district, prendre en charge les pathologies les plus courantes en zone rurale, qui a toujours été la hernie et l'hydrocèle. Donc, en termes de résultats, la mortalité globale, vous avez vu 0,42%. Il y a une amélioration par rapport au travail il y a 10 ans. Et la morbidité globale aussi, il y en a une amélioration. Et la mortalité a concerné beaucoup les césariennes dans un cadre de syndrome hémorragique non contrôlé. Donc, qu'est-ce que nous faisons en tant que formateurs? Nous faisons des activités formatives et il y a quelques évacuations. Donc, les supervisions formatives, c'est environ 2 à 3 par an dans les hôpitaux de district et elles sont surtout faites par les médecins, les chirurgiens spécialistes des hôpitaux de région qui vont faire ces supervisions. Et on a remarqué que les évacuations, en fait, concernent que la traumatologie. Et autre fait important, il y a une ouverture maintenant d'un deuxième centre de formation qui est à la faculté de médecine de Zander, qui pour cette année 2025 va prendre son premier groupe. Nous, cette année, au niveau de notre faculté, nous sommes en train de former 15 médecins de district. Donc, j'ai essayé de rapidement comparer les deux périodes sur le plan technique. Vous avez vu que, comme j'ai dit, en 2010, les urgences étaient 51%. En 2025, c'était 63%. Donc, il y a une progression et liée surtout à l'obstétrique. Et il y a 10 ans, en 2010, c'est quand quelqu'un maîtrise 10 techniques, il règle 84% des problèmes, alors que maintenant, actuellement en 2025, 5 techniques opératoires règlent 96%, représentent 96% des interventions. Donc, il suffit qu'il sache maîtriser comment faire une césarienne, faire une hystérectomie au cas où, cure de hernie simple et étranglée, cure des hydrocèles, cure de rupture utérine et de laparotomie pour des abdomens aigus. 5 techniques règlent le problème de 96% des patients en zone rurale au Niger, en tout cas sur ces premiers résultats que nous avons eus. Voilà. Quels sont les défis et les perspectives? Donc, nous, un de nos objectifs, c'est rendre fonctionnels tous les hôpitaux du district et suivre avec un appui matériel, améliorer le système d'approvisionnement des consommables et avoir des kits, et faire maintenant, il y a la troisième faculté du Niger de Maradi, faire de ça un troisième centre. Donc, ça permettra de former beaucoup plus de médecins et développer aussi toutes les formations paramédicales dans ces trois facultés pour accompagner la chirurgie. Et maintenant, aussi, il y a un nouvel élément. Euh, je suis, comme j'ai dit, nouvellement nommé recteur de l'université virtuelle. Nous comptons développer en fait la télémédecine, puisqu'il y a déjà des staffs dans ces hôpitaux, des staffs communs avec les services des CHU pour qu'ils puissent échanger les staffs des urgences, etc., et améliorer la formation continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? En tout cas, nous, au Niger, la chirurgie de district fait partie intégrante du système de santé en zone rurale. On l'avait fait au départ pour régler les problèmes ponctuels, mais on s'est rendu compte que les médecins ne veulent plus aller en zone rurale et que seuls ces médecins généralistes peuvent aider à régler ça. Il y a une augmentation de ces hôpitaux et l'obstétrique est en train de prendre une place importante et on a noté un recul de la traumatologie orthopédie. Voilà, et on a des meilleurs résultats post-opératoires. Et je vais finir sur ce point. Sur l'international, je vous ai parlé du Bellagio Essential Surgery Group. C'était un groupe international qui avait fait le plaidoyer et l'augmentation de la couverture des besoins chirurgicaux et gynéco-obstétricaux en zone rurale en Afrique. Mais ce groupe n'existe plus et je pense que aujourd'hui, qu'il y a un déficit surtout d'apport d'aide ou de partenaires, tout à l'heure, Bernard a parlé
du recul avec l'USAID. Je pense que l'académie peut justement, moi, à mon point de vue, jouer ce rôle international pour créer ce cadre, pour pouvoir développer ces formations pour augmenter la couverture des besoins chirurgicaux et gynéco-obstétricaux, et surtout dans les zones rurales en Afrique subsaharienne. Voilà ce que j'ai à dire sur nos 20 ans d'expérience de chirurgie de district. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire, mais comme le temps, je pense que on était très limité dans le temps, j'ai essayé de parler de l'essentiel. Je vous remercie. Bravo. Félicitations, Rachid. Moi, je suis personnellement très admiratif de ce que tu as créé et de ce que tu fais. Je veux juste te poser une question. Quels sont les autres pays, notamment dans l'Afrique subsaharienne, où ce type d'enseignement est actuellement réalisé dans le monde rural? J'ai été approché pour le moment par la Guinée et je pense qu'il y a le professeur Choua qui est dedans dans la salle, qui veut aussi développer ça au Tchad. Il est là dans la salle qui veut développer ça aussi au Tchad. Voilà. Et il y a aussi le professeur Sanou, je pense, qui veut aussi développer le même programme au niveau du Burkina Faso. Voilà. Donc, ce qui est sûr, ce programme existe dans beaucoup de pays anglophones, hein. Mhm. Merci, professeur Rachid. Effectivement, le programme développé par le professeur Rachid est très original parce que il résout le problème qui se pose au niveau de nos zones rurales. Vous avez vu le Niger comme le Tchad, c'est 1 200 000 km², 1 300 000, c'est 3 fois la France. Et, et les médecins généralistes qui ont ces compétences-là résolvent beaucoup de problèmes. Nous, au Tchad, nous avons voulu calquer le modèle du Niger. Ce qui n'a pas été dit dans cette présentation, c'est qu'au Niger, ils ont valorisé les médecins généralistes qui font une formation d'1 an et qui ont des compétences de chirurgie pour résoudre tous les problèmes dont on a parlé. Bureaucratiquement, au niveau de la fonction publique, on leur compte 1 année de formation. Dans les autres pays francophones, ils font 6 mois de chirurgie essentielle et au niveau de la fonction publique, les 6 mois ne sont pas comptabilisés en termes de gain salarial. Ce qui fait que, au bout d'un certain nombre d'années, ces médecins qui ont des compétences de chirurgie essentielle vont dans l'administration sanitaire. Et donc, on recommence la chose. Et au Tchad, quand on s'y est intéressé, ça fait 3 ans qu'on est en train de discuter de cette question. Il faut mettre d'accord le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire la faculté de médecine, le ministère de la Santé, ce sont des fonctionnaires du ministère de la Santé, et le ministère de la fonction publique qui gère la carrière de tous les fonctionnaires pour qu'on puisse leur comptabiliser 1 année. Sinon, nous allons les former 6 mois et au bout d'1 an, nous allons en perdre 20% chaque année. Donc, c'est quelque chose qui est en maturation, mais nous sommes tous admiratifs vraiment de ce qui a été fait au Niger et nous voudrions tous aller dans ce sens-là parce que nous voyons que ça résout des problèmes, vraiment. Merci. Je peux poser une Dernière question. Oui. question. Oui. Albert Claude Benamou. D'abord, Rachid, mille bravo parce que ton travail est exceptionnel et très, très important comme modèle, effectivement, Merci. à essayer de démultiplier dans l'ensemble des pays où il y a des déserts chirurgicaux considérables. Tu parles essentiellement de la chirurgie dans l'espace rural, mais au niveau en particulier des grandes mégapoles, comme au Nigeria, par exemple, où est-ce qu'il y a des moyens équivalents pour soigner? Parce que même si c'est dans une grande ville, en fait, il y a des déserts chirurgicaux dans ces secteurs-là, où il y a peu de soignants, il y a peu de collègues en nombre suffisant et compétents pour opérer les urgences. Comment ça se passe? Alors, tu as dit que dans l'espace anglophone, ça a l'air plus diffusé comme méthode de formation.
Est-ce qu'il y a une aide en particulier? L'actuel président de l'OMS est un Éthiopien et il y a peut-être aussi quelque chose à faire au niveau de l'OMS pour essayer de trouver les moyens de démultiplier un très bon exemple de réponse à des problèmes de santé publique majeurs. Oui, cette année-là, il y a eu l'élection de l'Afro-OMS. J'ai regardé les programmes des 4 candidats et en fait, la chirurgie se trouvait dans un coin. Et vraiment, je sais que je me disais, j'ai dit, ils ont fait beaucoup de théories, mais il y a la pratique de la chirurgie. Mais je pense qu'avec l'OMS, parce qu'au départ, au Niger, c'est l'OMS qui nous a accompagnés et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est le plaidoyer que je faisais avec le candidat du Niger que j'allais faire avec les candidats de l'OMS, leur dire qu'il faut qu'ils mettent la chirurgie à une place très importante, surtout la chirurgie en zone rurale. Donc au Niger, en termes de spécialistes, il y a des grands hôpitaux dans les grands centres. Il y a des hôpitaux nationaux et des hôpitaux régionaux. Donc il y a des CHU avec les grands centres, il y a des spécialistes. Mais la difficulté est que ces spécialistes ont des difficultés pour aller en zone rurale. On a réussi à mettre un gynécologue dans un grand hôpital, dans une grande région, mais c'est le seul qu'on a réussi à mettre. Les autres, non, on n'a pas pu suivre. Sinon, les grands centres hospitaliers, quand on regarde à Maradi, Zander, Tawa, Niamey, il y a des grands centres hospitaliers qui prennent en charge correctement les urgences. Je voulais vous féliciter, hein, professeur Sani, pour la qualité de votre travail et de votre présentation. J'ai une question d'obstétrique. Vous disiez que vous avez mené pas mal de travaux de recherche sur les césariennes. Vous avez montré, je ne sais pas, peut-être 5-6 thèses que vous avez fait sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous ont apporté ces travaux de recherche? Qu'est-ce que vous avez démontré? Donc, les travaux ont montré il y a beaucoup de lacunes en matière de CPN. La plupart du temps, il y a ça. Et, les indications, il y a beaucoup de pathologies qui n'existent pas, par exemple, en Europe, telles que vous avez les éclampsies, les pré-éclampsies, qu'on voit de plus en plus. Mais l'apport de ces césariennes avait eu des conséquences positives. Vous savez, à la fistule obstétricale, on a remarqué que ces derniers temps, le taux est en train de diminuer du fait que les patients sont mieux pris en charge en zone rurale. Par exemple, avant, il y a les fistules vésico-vaginales, fistules recto-vaginales qui étaient énormes. Mais maintenant, on voit la meilleure prise en charge de ces femmes en zone rurale fait chuter le taux de ces fistules-là et que la population aussi accepte beaucoup mieux la césarienne en zone rurale. Oui, pardon, quel est le taux de césarienne, compte tenu du fait qu'elle est maintenant gratuite? Quel est le taux dans votre pays de la césarienne? J'ai pas exactement le taux en tête, mais je pense que ça n'atteint pas en tout cas encore les 5%, hein. Ça n'atteint pas encore les 5%, mais j'ai pas exactement le taux en tête. Voilà. Je voudrais intervenir juste pour apporter un complément. Merci à Rachid pour cette belle présentation. En fait, au Burkina Faso, nous appliquons ce programme également depuis le début des années 2000. Je crois que c'est à peu près la même période. Et nous sommes toujours sur un programme de 6 mois de formation. La grosse difficulté que nous avons, il en a parlé, c'est la déperdition de ces médecins parce que pour être médecin chef du district, il faut faire la chirurgie essentielle. Mais la difficulté, c'est qu'à un certain moment, le côté administratif prend le pas et nous avons une déperdition de ces agents-là. Alors, ce que nous avons réfléchi aussi comme Rachid, c'est de prolonger la formation à 1 année. Mais en fait, ça ne règle pas tout le problème parce qu'il faut aussi prévoir une passerelle pour devenir chirurgien. Parce que ces gens, ces médecins généralistes, au bout d'un certain moment, veulent devenir des spécialistes pleins. Donc, ça fait que si vous ne leur offrez pas la possibilité de devenir chirurgien, à un certain moment, ben, ils s'en vont. Donc, nous sommes toujours en train de réfléchir depuis pratiquement 3 ans à créer un certificat, comme chez Rachid, d'1 année,
mais avec des passerelles, soit pour devenir orthopédiste, pour devenir chirurgien général, ou pour devenir gynécologue. Et dernièrement, l'orientation qui a été donnée au niveau du ministère de la Santé, c'est de réfléchir, parce que nous sommes en train de créer la spécialité de médecine générale. Donc, réfléchir à créer une médecine générale avec des options. Par exemple, on pourrait former un médecin généraliste spécialiste avec une option chirurgicale. Il ferait 6 mois ou 8 mois de plus pour faire la chirurgie essentielle. Donc, on obtiendrait un spécialiste qui serait formé en moins d'années que le médecin spécialiste en chirurgie générale. Mais notre vision, c'est qu'au fil du temps, théoriquement, cette classe d'agents de la fonction publique devrait disparaître si on arrive à avoir disons, le meilleur effectif. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un casse-tête, les déserts médicaux. Je crois que nulle part on a encore trouvé la solution magique pour les régler. On est toujours là-dessus. Merci. Oui, on ne peut qu'être admiratif devant les efforts de nos collègues, mais je voulais profiter de la présence de notre collègue tchadien et lui poser la question de savoir qu'est devenue l'expérience de cette faculté de médecine privée qui avait été montée à l'instigation du doyen Farah, qui venait de Beyrouth, du Liban, oui, le doyen Farah de Beyrouth, et qui incorporait dans les études de médecine 5 opérations essentielles pour pouvoir intervenir dans les zones rurales, précisément. Oui, merci. La faculté de médecine qui est annexée au CHU Bon Samaritain est académiquement liée à l'université de N'Djamena. Donc, nous faisons partie de la faculté de médecine d'État. Et donc, comme tutelle académique, ils sont annexés à notre université et elle fait son bonhomme de chemin. On a recruté certains des médecins de cette faculté-là au sein de nos diplômes de formation en spécialisation. Donc, il y a actuellement des chirurgiens, des gynécologues, quelques pédiatres et il y a une très bonne coopération et nous espérons vraiment perpétuer ce que le doyen Farah a commencé. Oui, parce que malheureusement, Farah est décédé. Oui, oui, non, ça continue. Une dernière question, il faut qu'on avance parce que... Merci beaucoup, Rachid Sani, pour cette belle communication qui montre bien les résultats obtenus. Je voulais vous poser une question sur les anesthésistes, parce qu'en France, nous, on a une pénurie d'anesthésistes. Comment vous faites vous-même puisqu'on voit bien que vous formez très bien les chirurgiens, mais il y a beaucoup d'anesthésie générale nécessaire. Comment ça se passe? L'anesthésie, en fait, elle est confiée aux aides-anesthésistes. Et maintenant, au niveau des facultés, nous sommes arrivés au niveau du stade des masters en anesthésie-réanimation, où déjà les techniciens vont aller au stade de master niveau assistant médical. Mais l'anesthésie en zone rurale est assurée par les aides-anesthésistes. C'est une délégation de compétences.